Francis, Pascal. merci de cet accueil. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est un air traditionnel alsacien et particulièrement d'Amerschwir. C'est l'ode au Käferkopf. Donc le Käferkopf, bien sûr, le fameux grand cru d'Amerschwir. Et c'est l'ode du Käferkopf qui fait la part belle à ce vin, qu'on chante en dialecte. Käferkopf, au Käferkopf, du Pêcheur Morschwirer Blüht. Käferkopf, Käferkopf, obe trinkst du dich so gut. Voilà. C'est la confrérie des amis d'Amerschwir du Käferkopf qui reprennent toujours dans le cadre de leur présentation du vin ce petit air vinique. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très original, quoi. Alors, dis-moi, on est là pour un petit moment sympathique. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui, pour toi, représentent le mieux ton domaine? Alors oui, avec grand plaisir. On est là au cœur de la cave de l'enfer, à Amerschwir, au domaine Kuhn. Et donc, entouré de ces majestueux et centenaires foudres tout autour de nous, là, il y a différents volumes, on verra ça peut-être tout à l'heure. Pour cette dégustation d'aujourd'hui, je te propose 3 vins. En fait, ce sont 3 vins du même appellation, une appellation Grand Cru. Savoir qu'on a pas mal de Grands Crus qui satellisent la commune d'Amerschwir. Et donc le choix porte sur 3 Grands Crus qui sont au sud, au nord et sur place. Voilà, pour la position géographique de ces Grands Crus. Donc le premier que je vais présenter, ça va être le Grand Cru Sommerberg, donc la montagne de l'été, traduit en français, qui se trouve donc au sud de chez nous. Un grand cru très très intéressant, minéral, solaire, aérien, un cru d'altitude. Et il sera dans le cépage Riesling. Le deuxième, à l'opposé d'Amerschwir, un peu plus au nord, à peine 3 km. Quand je parle du nord, c'est pas le Grand Nord. On est d'accord. 3 km au nord d'Amerschwir, tout comme le Sommerberg, il est à 3 km au sud d'Amerschwir. Et ici, c'est au centre d'Amerschwir. On est autour de la commune, ou plus précisément au sud-sud-ouest d'Amerschwir, à moins de 300 mètres du lieu où on est en ce moment. Il s'agit bien sûr du Grand Cru Käferkopf. On ne pouvait pas venir ici sans forcément... Évidemment, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors, pour cette dégustation, on va parler un peu de vin, d'histoire peut-être, tout à fait, ouais. De dégustation, et voilà, donc je propose de commencer par le sud, le Riesling Grand Cru Sommerberg, ouais. Avec le Riesling, donc en dégustation, que ce soit dans l'appellation Alsace ou générique, ou Grand Cru, pardon. On a l'habitude quand on goûte plusieurs vins, de procéder à une chronologie dans les cépages déjà, et dans la constitution des vins. Bien sûr, plus les vins sont secs, mieux on va les placer en premier dans la dégustation. Et plus ils sont ronds, plus ils sont en position secondaire dans la dégustation. Donc sur les 3 vins, on débute avec le Riesling. Voilà, donc Grand Cru Sommerberg. Alors ce cru, Sommerberg porte bien son nom. Il fait à peu près 20-22 hectares sur la commune de Niedermorschwihr, à l'entrée de la vallée, bien sûr, exposé plein sud, et sur un sous-sol granitique. Donc il a vraiment une identité très 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 forte. Et il fait partie de ces vignobles les plus pentus d'Alsace. On pense à un autre grand cru quand on pense à la pente, notamment encore plus au sud, au Rheinland. Mais il n'a rien à envoyer au Sommerberg, qui lui a une pente, une déclivité très très forte. Il va de soi que bien sûr tout est travaillé à la main, et les vendanges aussi, et le sol. C'est vraiment un vignoble très très intéressant. Et notre parcellaire sur Grand Cru sur ce terroir, il y a maintenant en 1989-90, on l'a aménagé en terrasse justement pour permettre de mécaniser ce sol. C'était historiquement des terrains qui étaient en perdition un peu. Ils étaient plantés en vigne il y a plus de 150 ans en arrière, mais dans les années après-guerre, ils étaient délaissés du fait de la difficulté de les travailler, et ils avaient même une décote foncière à ce niveau-là.
Mais très vite, on s'est rendu compte que ce sont les meilleurs crus, ces pentes exposées sud, très fortes, granitiques, caillouteux, qui donnent vraiment le mieux dans la qualité. Et tout doucement, voilà, on s'y est intéressé. On a à nouveau défriché, on est tombé sur des vieux murets de vignobles d'antan. Et tout doucement, ces grands crus, alors c'est valable pour le Saumon et beaucoup d'autres grands crus, bien sûr, ont repris leur lettre de noblesse tout doucement en leur travaillant. Alors c'est évident, c'est pas facile, c'est un long travail de préparation de sol, et pour les premiers résultats de vin également. Je veux dire, cette parcelle maintenant que j'évoque en terrasse là de pratiquement 3 hectares plantée en Riesling et en Pinot Gris a été plantée donc il y a maintenant 30 ans, oui. Et on a bien dû attendre un minimum de 10 ans pour que les racines trouvent enfin leur place. Ouais. Et maintenant, tout doucement... Et que le vin s'exprime en conséquence. S'exprime, et maintenant, tout doucement, on commence à trouver un peu Tu disais que sur ce grand cru, vous avez du Riesling et du Pinot Gris. Vous avez aussi un autre cépage encore ou non, uniquement non. En Saumon. Vous voyez, donc, quand on a défini un peu le lien en terroir avec les gestions locales grand cru, bien sûr, le premier état des lieux qu'on a fait, parmi les différents vignerons, Denis Morchuir et d'ailleurs, c'était de voir un peu l'encépagement. Et évidemment, c'est le Riesling qui est le cépage roi sur ce terroir. Un peu de Pinot Gris. Il y a également un peu de Gewürztraminer, mais il est vraiment minoritaire. Granit, on pense sûrement Riesling. Donc ça c'est pour l'encépagement. Et donc le vin que je vais vous proposer là, que je vais te proposer, c'est donc le millésime 2015. Ouais. Alors c'est un millésime maintenant qui commence à être à son apogée en dégustation. Tout simplement. Un petit peu jeune quand même. Oui, c'est encore jeune, on a grand cru, mais je veux dire, c'est un vin qui voilà, il est un peu séché derrière les oreilles. Voilà, il est prêt. Il est prêt. Voilà. Il est prêt. C'est plus le petit bébé, il est dans belle adolescence là. Et un millésime très particulier. Quand on goûte un vin, en fait, il y a des paramètres variables. Il y aura bien sûr le terroir qui, lui, est immuable, ne change pas. Chaque année, il est pareil, ou il évolue tout doucement. Par contre, ce qui évolue, c'est le climat et les conditions climatiques dans ce cycle végétatif. Donc, on peut vraiment avoir une variable très forte d'un millésime à l'autre pour le même terrain. Ici, les variables, c'est vraiment le millésime parce que le terrain ne change pas. L'œnologue non plus, du moins ces dernières années, c'est voilà. Donc maintenant 30 ans que je suis dans l'entreprise. C'est ce que j'allais dire. Tu es bien placé pour le savoir. Je commence à le connaître ce cru. Et donc du coup, c'est ce qui fait aussi la richesse de nos grands crus, c'est un peu cette variabilité d'une année à l'autre. Ça aiguise, je dirais, la curiosité. Ça, c'est un point qu'on aime beaucoup. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas parce que, alors ça peut être bien sûr à des niveaux variables de qualité, mais c'est ça qui fait aussi la richesse de nos grands crus. Alors, on va se servir. Et donc ce premier vin, on est à 2. Donc, et je pose la bouteille. Je t'invite à le partager avec moi. Alors. On va pas faire les 500 en détail. Non, c'est clair, mais franchement, c'est... Mais je vais quand même commencer par le premier, qui est tout simplement... La robe, elle est... Oui. Louis. En faisant... Santé. Santé, voilà. Ensuite, bien sûr, on va quand même évoquer l'arôme, hein, la vue, qui est remarquable. On est maintenant dans une ambiance un peu feutrée, enfin pas un peu feutrée, mais une ambiance chaude. De cette cave, qui est assez proche de la bougie d'ailleurs. Malgré la température, hein, faut pas l'oublier. On est dans une cave fraîche, mais une luminosité chaude. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une cave qui est à peu près à 12-13 degrés maintenant et monte maximum à 15-16 degrés au plus chaud de l'été. C'était une petite parenthèse. Revenons à notre critère visuel, la vue. Donc, on voit tout de suite une robe bien jaune doré, qui est très plaisante au nez. Il y a même des petites notes ambrées qui est pas forcément propre au Riesling. Dans le Riesling, on est plus sur des couleurs un peu jaune pastel. Mais bon, je reviens à la particularité du millésime 2015, qui avait ce côté solaire très intense, des raisins jaunes, dorés, voire orangés en pleine maturité. Et comme j'évoquais tout à l'heure le côté aérien de ce cru, c'est-à-dire à
peu près à 280, 300 mètres d'altitude. Ce sont bien sûr des grands crus tardifs et on les cherche assez tard dans la saison. Généralement, on finit dans le cépage Riesling, notre campagne de récolte sur les Sommerberg. Ils sont précédés par des terrains plus calcaires comme le Florimont, quelques jours, voire quelques semaines avant. Donc des raisins jaunes dorés qui bien sûr transfèrent cette belle robe au vin. Alors on va passer au deuxième sens. Et c'est le sens de la découverte, le nez. C'est là où on prend un deuxième rendez-vous dans la dégustation avec le vin, et qui est souvent déterminant. Je veux dire, le nez, ouais. C'est là où les yeux s'écartillent, les sourires. Presque. Ou alors on peut faire une grimace, et généralement si on commence par faire une grimace par le nez, on la fait en bouche aussi. Donc le nez ici, il est très ouvert, le vin est assez frais, mais c'est également une température là de 11 degrés qui est bonne pour la dégustation du Riesling, mais plus il sera mieux vaut le laisser monter un peu en température. Donc voilà, c'est pas une explosion aromatique, par contre c'est une très très belle finesse, on est sur des notes classiques Riesling, mais ce qui est complémentaire, c'est-à-dire ce côté floral. Ce que j'allais dire, franchement on a presque... On a un peu sur l'aubépine, des fleurs printanières. Mais derrière, vraiment en agitant le vin, en l'ouvrant un peu, on se trouve assez vite aussi des notes de citron, d'agrumes, mais surtout confit. C'est assez intense à ce niveau-là. Donc, bien sûr, on agite ce vin dans le verre de façon à libérer tout ce potentiel qui est enfui maintenant dans cette bouteille. C'est du soleil enfui depuis... qui est emprisonné, quoi. Emprisonné, qui demande qu'à se libérer. Et les arômes, c'est pareil, on les invite, ce sont des composés volatiles qui seront libérés tout simplement par l'agitation du vin dans le verre. C'est une petite aération qu'on fait, et vraiment le vin est en pleine évolution à ce moment-là. Pour certains vins, c'est très rapide. Pour d'autres, dans les grands crus, souvent, faut faire une dégustation lente, faut prendre le temps. C'est souvent au bout de 5-10 minutes, voire une demi-heure, que le vin va s'exprimer au plus fort. Déjà, je trouve que ça va déjà mieux quand on l'a bien aéré, là. Alors, le troisième rendez-vous, il est gustatif, lui, et il est vraiment plaisant. Là, pareil, on laisse parler le vin. La première sensation du vin sur le palais, c'est la fraîcheur. On a ce côté très frais, rafraîchissant qui envahit tout le palais, surtout le côté des gencives, sans être agressif. On n'est pas du tout sur le zeste, mais on est sur la fraîcheur vraiment délicate. Et on a affaire ici avec ce millésime à des vins assez puissants. On les a cherchés le 23 septembre, il me semble bien, cette année-là, et on était tous surpris, et c'était assez général dans le vignoble alsacien, d'avoir un potentiel de sucre, de concentration qui allait au-delà de la moyenne pour les grands crus, et qui était surprenant. On va dire comme ça, les degrés montaient très vite en fin de saison, et on a eu des alcools en potentiel pas loin de 14, voire au-delà. C'était un peu surprenant parce qu'après on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas trop loin? Dans tous les cas, ça allait donner une signature particulière au millésime 2015. Et fort heureusement, ça n'a pas affecté le côté aromatique. Donc on retrouve cette puissance au palais. Il y a ce vin qui est chaleureux, capiteux, massif, large d'épaule. Pour un Riesling, c'est cathédral, quoi. C'est puissant, il y a du muscle. Et c'est viril, j'aurais presque tendance à dire. Viril, voilà, mais alors on va pas... mais le sexisme dans voilà, le vin, mais ce que j'allais dire. C'est des domaines parfois délicats. Mais on va dire qu'il est viril, voilà. Ce côté puissant, mais délicat aussi. On prend une deuxième fois, vraiment, c'est là où il se libère. Il y a une belle profondeur et surtout une très très belle longueur. Donc pour moi, mais évidemment, c'est facile pour toi aussi de retrouver ça dans le verre. Ça peut être difficile à l'image, ouais, de pouvoir transmettre toutes ces saveurs. C'est ce que je dis toujours aux gens quand ils m'en parlent. Ils me disent toujours oui, mais vos vidéos nous font saliver. Mais je dis allez voir. C'est ça. Alors parce que c'est vrai que là. Et vraiment, on a cette belle longueur et cette fraîcheur qui reste vraiment tout au long de la dégustation. Une fois le vin bu,
avalé ou en dégustation recrachée. Le vin, il reste dans le palais. On parle de ces fameuses caudalie qui, tout doucement, c'est un vin qui s'efface, mais dans le temps. Ah oui, on n'a pas ce coup près. Ouais, il reste Et pas ça, longtemps, c'est aussi une autre signature des grands crus. On parle bien sûr des grands crus. Des grands en grands crus, mais aussi ce côté salivant qui fait un peu couler la salive dans le palais. Et bien sûr, cette longueur, ça, ce sont vraiment les deux paramètres qui peuvent signer un grand cru. C'est un vin que vous avez à la vente depuis longtemps? 2015, non, ça fait maintenant une petite année, oui, on a tout doucement... Donc c'est un vin finalement que tu as déjà bu, enfin que tu as pu déguster à de multiples reprises, j'imagine? Alors, c'est souvent, on les suit comme des petits bébés quand ils sont dans les tonneaux, presque quotidiennement, du jus de raisin, dans la métamorphose, dans la fermentation. Bien sûr, il y a une garantie en tant que responsable de cave d'avoir des vins qui ne partent pas dans des chemins de travers. Ensuite, une fois qu'il est en bouteille, on le laisse reposer. Déjà, il a besoin de repos, peut-être nous aussi un peu derrière, et on l'oublie un peu, c'est vrai. Et tout doucement, 2-3 mois après, 6 mois après, on y revient par des dégustations. Ça peut être un appel du vin vers nous, ça peut être bien sûr il faut bien le vendre aussi, des dégustations avec nos clients. Et c'est là où on déguste, on le retrouve en bouteille et on voit l'évolution. Donc bien sûr, 4 ans. Dans le cas 2015, 4 ans sont écoulés, mais on les goûte quand même régulièrement, quelques fois dans l'année. Puis ça, c'est vraiment des suivis ce qui est nécessaire et on arrive à mémoriser un peu. On essaye de mémoriser l'évolution du vin. Tout à fait. C'est beau ça. Voilà pour ce premier vin. Donc les Riesling en général, on les associe bien sûr avec du poisson. Des fruits de mer, mais là c'est pas le vin adapté aux fruits de mer, il est trop complexe. Ce que je veux dire là, on est trop sur la complexité. Même je dirais les poissons de rivière, une truite au beurre citronné, je verrais un Riesling un peu plus croquant, plus jeune, plutôt sur les arômes primaires. Là on a déjà des arômes un peu de noisette aussi en finale, vraiment très agréable. Donc, bien sûr, des amandes peuvent être présentes dans la cuisine. Une sauce un peu plus riche, un saumon, par exemple, ou un thon mi-cuit, quelque chose dans ce genre, avec des épices des épices chaudes. Ça peut très très bien passer. Tout à fait. Ou alors, totalement à l'opposé, sur une assiette froide. On associe souvent les vins blancs au fromage, le fromage au vin rouge, on va y arriver. Mais vraiment, les vins blancs sont bien plus adaptés. Et ce type de vin, je le verrai maintenant bien sur un chèvre, pas frais, mais un chèvre un peu légèrement affiné, légèrement affiné, un crottin de Chavignol, par exemple. Peut-être, Après, ce sont aussi des vins de dégustation, de gastronomie, mais aussi de moments intermédiaires entre les repas, de soirée. Voilà, ce sont des vins... Ce que j'allais dire, là, je me verrais presque dans le canapé avec ça. Donc, franchement, un petit moment sympa, une soirée, voilà, détente, et tu prends un verre comme ça avec ça. Enfin, un verre. Tu commences par un verre. Et plutôt en arrière-saison, ou voilà, mais... Sur la saison printanière qu'on vit en ce moment, c'est peut-être plutôt des muscats de plus frais, de plus claques, quoi. Et qui donnent envie aussi de... Bien sûr. Voilà pour le Sommerberg. Donc il a ce côté vraiment intéressant, ce côté aérien, très solaire, sur du granit, qui lui aussi lui confère cette minéralité. On passe au deuxième ? On va changer de terroir. On va donc dans notre grand cru sur le Mambourg. Donc ils sont Donne-moi un verre, on va vider dans un verre. Ouais, il est là. Voilà. Comme ça. Donc, alors ce qu'il y a pour finir sur le Sommerberg, c'est vraiment j'invite les personnes à monter là-haut. C'est un magnifique nid d'aigle sur la plaine d'Alsace. Une vue magnifique à 360 degrés sur le vignoble, enfin 180 du nord au sud. On
boit de tous les grands crus, depuis le Hengst jusqu'au Markrein. C'est 10 grands crus qui satellisent le Sommerberg. Et depuis le haut du Sommerberg, on arrive à distinguer bien sûr le Mambourg qui est un peu plus au nord. Donc, le Mambourg se présente comme un petit éperon, un prou de navire, je dirais, à la sortie de la vallée de Kaysersberg, la verte vallée, qui est l'entrée ou la sortie du vignoble selon la route qui monte au col du Bonhomme, on en sort. Quand on descend du col de Bonhomme, bien sûr, ce vignoble qui explose en sortant de Kaysersberg, on passe bien sûr d'abord dans le Käferkopf à Merschwir, mais sur votre gauche, il y a ce magnifique éperon là, exposé plein sud, qui se prolonge à peu près sur 3-4 km en droit vers l'est dans la plaine d'Alsace, et qui était vraiment une entité géologique particulière, calcaire. Et le Mambourg est constitué de marnes au calcaire, exposé plein sud, et qu'on qualifie aussi dans les termes de définition de grand cru solaire. C'est-à-dire, il emmagasine vraiment un maximum de soleil avec des pentes entre 30 et 45 degrés, plus douces que le Sommerberg. Voilà, donc Pinot Gris Grand Cru Mambourg. On reste dans le millésime 2015. Ce millésime vraiment riche. Une fois. Et une deuxième fois. Alors l'encépagement du Mambourg, contrairement au Sommerberg, lui, il est plutôt dominé par des Gewürztraminer. Le cépage identitaire du Mambourg sera définitivement le Gewürztraminer. Il est suivi du Pinot Gris et de façon en moindre mesure le Riesling. C'est lié vraiment à la nature du sol, et de son exposition. Voilà. Mais c'est surtout la nature du sol qui, avec les pratiques ancestrales, le passé, c'est vraiment, on peut dire clairement aujourd'hui que c'est le Gewürztraminer qui réussit le mieux dans le Mambourg. Et bien sûr le Pinot Gris, à moindre mesure en encépagement. Très intéressant parce qu'il est très précoce. On le surveille dès le début des vendanges et on le tient bien à l'œil parce que comme il a une pellicule, entendez par là une peau très fine, avec un climat sec, il va très vite se flétrir, se concentrer, perdre du volume, c'est-à-dire il se concentre en sucre et on peut avoir des degrés qui montent très très vite, ce qui est une bonne chose, mais à surveiller aussi. Pour peu qu'il y ait un peu d'humidité, une pluie orageuse, fin septembre, elle peut très vite dégrader totalement le raisin. Et là, on perd la récolte, bien sûr, par la pourriture grise. Donc, on revient au vin. On va en parler un tout petit peu. Un Pinot Gris avec une robe un peu plus soutenue que le Riesling précédent, plus ambrée avec des reflets un peu jaune or, jaune vieil or même. Et on va tout doucement le laisser monter en température. Là, on a tout de suite un registre fruité. On est vraiment sur le fruit, et plutôt le fruit à noyau, un fruit automnal, enfin les fruits qui mûrissent en arrière-saison, je pense maintenant à la mirabelle, la prune. Le temps qu'il arrive à température, on va peut-être parler un petit peu du lieu dans lequel on est. Tout à fait, parce que finalement, c'est quand même un lieu un peu particulier à Merschwir. Alors, ici donc on est là au cœur de la cave de l'enfer, au cœur de la Merschwir en fait, dans la grande rue. On est bien entouré par des bons restaurants aussi. Tout à fait. Et c'est une maison historique. À l'origine, c'était un baron, le baron de Chile, qui en 1675 a posé les premières pierres de cette cave. Et ce qu'on appelle la cave d'origine, en bas la cave de l'enfer, qui est à peu près à 12 mètres de profondeur, qui elle a vraiment toujours une cave voûtée, tout comme celle-ci, une cave voûtée, et qui amène toutes les conditions requises pour y produire, élever du vin et bien sûr déguster du vin.
Cette cave date donc de la fin du XVIIe siècle. Ensuite, elle a eu des périodes variables, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or, où vraiment la viticulture avait une période d'or, dorée. On exportait beaucoup de vin à cette époque-là via l'Ille et le Rhin vers le nord de l'Europe. On était déjà vraiment précurseurs pour les vins d'Alsace en export. Et ensuite, plusieurs conflits, la guerre de 30 ans, plus tard les conflits avec germaniques, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ont beaucoup affecté le vignoble, bien sûr pas uniquement celui d'Amerschwir, mais Amerschwir a particulièrement été affecté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les bâtiments également. Le village était détruit en décembre 1944 à 90%. Notamment ce secteur où on se trouve. Et fort heureusement, la cave, comme elle est en profondeur, elle a résisté aux bombardements qui ont eu lieu entre le 7 décembre et le 23 décembre. Donc ça, on est dans un patrimoine qui a eu chaud, on peut dire. Oui, c'est le bon terme. Parce que déjà, le feu s'est introduit dans la cave. On a utilisé l'un ou l'autre fût qui contenait du vin pour éteindre le feu qui pénétrait. Elle a résisté et elle a servi également d'abri naturel et d'urgence à la population locale, mais également aux reliques, à des tableaux de la fin du 19e siècle qui étaient à l'église Saint-Martin, qui ont été ramenés ici. Et on dit toujours, on ne sait pas qui a protégé les tableaux ou la cave, si ce sont les saints qui sont arrivés en enfer ou si c'est l'enfer qui a protégé les saints. Voilà, ça reste encore un mystère à élucider. Dans tous les cas, elle a protégé plus d'une centaine de personnes civiles qui ont vécu véritablement un enfer à cette période, d'où un peu l'origine du nom. Mais il y aurait eu aussi sur la place du marché, juste derrière nous, une place qui était active en termes d'échanges commerciaux à l'époque, ça c'est un peu avant, une auberge zur Hölle, donc en période allemande, zur Hölle, et qui aurait laissé son nom à la cave parce qu'elle était voisine, et certainement après le marché, ces gens venaient ici boire un bon petit verre. Bah ouais. Et une petite dernière version qui est certainement pas fausse, c'est que j'aime beaucoup, et celle-là elle est un peu plus récente, parce que René Kuhn était donc premier grand maître de la confrérie Saint-Étienne en 1947, quand cette confrérie ressuscitait de ses cendres, sous l'impulsion de Joseph Dreyer, vigneron à Amerschwir. René Kuhn en était le premier grand maître, et avec ses différents gourmets locaux, mais également des autres communes voisines, sont tenus les premiers chapitres ici de la confrérie Saint-Étienne, qui ensuite, ils ont déménagé la confrérie au château actuel, du baron Lazare Schwendi à Kinsheim. Et tout ça pour dire qu'à cette période de la confrérie, lorsque ces gourmets se retrouvaient, bien sûr, ils dégustaient beaucoup de vin. C'était aussi une plateforme d'échange commercial. On échangeait, on sondait, t'as quelque chose à vendre ou à acheter, ainsi de suite. Également des négociations avec les vignerons d'Amerschwir. Mais surtout, c'était dégustation qui se traînait dans la soirée, dans la nuit. Et lorsque ces différents gourmets, les gourmets rentraient chez eux, souvent à pied, en titubant certainement, se faisaient rouspéter par Bobonne, par un bon rouleau de pâtisserie, j'imagine. Et souvent les hommes, quand ils se retrouvaient, ils me disaient, ouais, j'ai encore pris un salmon, Pechwetter zur Hölle, qui était à nouveau en enfer hier soir. Voilà. Donc c'est aussi encore une autre version. Une autre version. Et comme on est à 12 mètres de profondeur, tout ce qui est à 3 mètres sous le sol est la propriété de Méphistos. Voilà. Donc, retrouvons ce Pinot Gris après cette belle. Voilà, sur ce Pinot Gris, on a une robe jaune dorée, on en a déjà parlé. Sur le porte-nez, on a maintenant, j'ai un peu discuté sur l'histoire de cette cave. Il a eu le temps de s'ouvrir, en revenant à cette oxygénation ménagée, très lente et agréable. Et le vin, il s'ouvre, vraiment il s'ouvre. Sur ce côté fruité, fruit à noyau, il y a également un tout petit peu de figue. Alors la figue, elle est assez propre au Pinot Gris, mais comme on est dans un profil pas loin d'une vendange tardive, on les a cherchés le 23 septembre 2015. On est bien sûr tout à la main, tout est vendangé à la main.
Et on a des concentrations très élevées cette année-là, et on est au seuil d'avalanche tardive en termes de degrés potentiels. Là, il fait le 2015, on est à 12,8, 12,9 avec 35 grammes de sucre résiduel, bien sûr. Sucre naturel du jus de raisin non fermenté. Important, parce qu'on peut confondre le sucre. C'est pas un sucre raffiné. Évidemment, c'est parfois bien de le rappeler, que c'est que du sucre naturel. Ensuite, je t'invite à le goûter, hein, c'est certainement déjà fait. Mais... Ah bah, quand même. Là, pareil, on insuffle un tout petit peu d'air pour continuer à aérer le vin, et surtout les arômes. Alors là, on n'est plus du tout sur un profil de vin sec, on est sur du semi-liquoreux, semi-doux, et on a ce côté toujours suave, il y a une belle fraîcheur derrière, il fait saliver, il y a ce côté, une belle tension, hein. Malgré le sucre, la fraîcheur n'est pas en retrait, ça c'est bien. Ça c'est souvent aussi la signature d'un beau grand cru, où lorsque la maturité avance, les sucres montent, l'acidité baisse, ça c'est un peu la nature pour les vignes, mais pour les fruits aussi. Mais selon le terroir, on peut avoir un retour d'acidité ou un maintien d'acidité, une expression, vraiment les racines sont des vraies éponges des minéraux du sol, et ça se retrouve sur ce type de vin. Et ça c'est vraiment très très plaisant, c'est une belle fraîcheur derrière. C'est rigolo parce qu'en bouche, t'as presque l'impression d'avoir un peu un côté tarte à la rhubarbe, un peu compoté comme ça. Hein? Ouais, tout à fait. Il y a ce fruit un peu acidulé. Acidulé, ouais, tout à fait. C'est clair, on l'a. C'est un peu, ouais, c'est vraiment très très agréable. Un peu de figue aussi. Vraiment. C'est ça, un petit rappel. C'est pas entêtant comme vin, on y revient facilement, parce que il y a cette fraîcheur qui fait un bon rappel. Ces vins sont vinifiés en partie en foudre, mais également en inox. Hein. On a les deux types de cuveries. Grosso modo, il y a 50 foudres dans cette cave. Ils sont pratiquement tous en fonction. Le plus vieux date de 1852. Beaucoup ont dû être réformés après la guerre par rapport au brasier qu'il y a eu à l'arrière de la cave. Et donc, grosso modo, la moitié en foudre et l'autre moitié en inox. Et l'ensemble de la cuverie, elle est thermorégulée. Donc, on peut piloter nos fermentations au regard de la température. Et ça, c'est un atout. Et ensuite, donc, nos vins, on les élève, sont fermentés soit dans les foudres, soit en inox, selon le profil des raisins. On a des fermentations lentes, généralement, surtout dans les grands crus, où on rentre déjà dans des températures fraîches, automnales, donc elles sont lentes. On élève bien sûr les vins sur lie fine, et avec un soutirage tardif, plutôt en janvier, pour préserver tout le côté protecteur des lits sur le vin. Et c'est tout, un soutirage, et selon les millésimes, une filtration qui va démarrer pour éclaircir le vin, mois d'avril, printanière. Et généralement, les vins sont mis en bouteille, on va dire, le temps d'une grossesse, comme le bébé dans le ventre d'une maman, au bout de 9 mois. D'accord. Voilà, nos petits bébés restent à peu près 9 mois en foudre ou en inox, et c'est la période, là on est au mois de mai, c'est là où on commence les mises en bouteille pour du millésime. Sachant que bien sûr le vin continue à évoluer après. Tout à fait. Ouais. Revenons à notre Pinot Gris Mambourg. Ce cru solaire, là, je le verrais bien avec un foie gras. C'est tout à fait adapté, c'est le grand classique, mais c'est vraiment le profil type de cette association intéressante. Hein. Très beau.
Voilà, voilà. On va passer au prochain. prochain. Ah bah, en plus, le grand cru local, donc... Ok, fuck up. On y est. Il est là. C'est derrière. Donc, alors, Käferkopf, c'est un nom qui sonne dans le vignoble pour les locaux, mais également en dehors de la région. Hein. Je commence par dire de quoi il s'agit. C'est un nom, comme la plupart des grands crus alsaciens, ont une dénomination germanique, d'origine germanique. En fait, ça fait souvent référence à des références cadastrales. Et c'est un regroupement de parcelles dans ce terroir qui donne le nom au vin. Donc là, il s'agit en tête de la tête d'un sec de coccinelle, voilà, on va dire, ouais. Ou plus généralement le scarabée, mais je préfère dire coccinelle. C'est quand même plus romantique. Charmant, c'est plus charmant, ouais. Bien que en alsacien, littéral, ouais, on l'appelle le Herrkotzkafer, là. Voilà. Pourquoi Käferkopf? Alors, il y a différentes origines, hein. C'est une montagne pente assez douce au sud-ouest de la commune d'Amerschwir, avec cette lisière de forêt au-dessus, et elle aurait une forme un peu ronde qui rappelle peut-être la coccinelle. Mais c'est aussi Noé qui s'y est échoué, qui a planté avec son arche, et qui a planté la première treille ici à Amerschwir en son temps. Et il a planté la première vigne et a donné, bien sûr, comme cette vigne a bien germé, donné un bon vin, et que la coccinelle s'y est installée et a fait bon ménage ici. En cette mémoire, on appelle ce cru le Käferkopf. Alors, avant de le servir, rapidement, c'est un cru qui a une histoire assez longue. Hein. C'est fait partie de ces terroirs précurseurs en termes de grands crus, parce que déjà début du XXe siècle, on parlait de terroir Käferkopf, même à la fin du XIXe. Hein, il y a la plus vieille étiquette date de 1870, je ne sais pas exactement la date précise, mais dans tous les cas, fin du XIXe, on mentionnait déjà le Käferkopf juste le nom de terroir, sans aucun cépage sur les étiquettes. Et c'est ensuite, suite à un conflit finalement de vignerons, que le Käferkopf est né et a été officiellement délimité en 1932 par une juridiction locale sur à peu près 70 hectares. Et cette délimitation juridique faisait foi longtemps. Les vignerons d'Amerschwir produisaient du Käferkopf en assemblage, donc sans mention de cépage, mais aussi en monocépage, avec la 1962 création de l'appellation d'origine, et ensuite plus tard en 1976 les grands crus, où le cahier de charge a bien été défini. Les vignerons d'Amerschwir, déjà bien avant, étaient, comme dit, précurseurs de ces 20 terroirs sur la commune. Et à tel point que, voilà, il y a eu... comment dire, au début, pour l'histoire des grands crus, n'a pas pu s'intégrer tout de suite dans les grands crus, tout simplement parce que le terroir a des expositions variables, des natures de sol. C'est une petite mosaïque de sol, bien qu'il y ait deux types bien distincts, l'argilo-marneux, l'argilo-calcaire, et du granit un peu sur le haut. Et c'était un des critères de refus dans la famille des grands crus, en son temps, en 76, en 92, quand les 25 et les autres 25 grands crus ont été classés. Et c'est que plus tard, en fait, en 2007, que le Käferkopf est rentré dans cette belle famille des grands crus. Et depuis, donc, on est bien sûr classé grand cru, mais avec une longue histoire déjà derrière. Avec cette particularité d'assemblage qui est assez unique dans la famille des grands crus. Vous êtes le seul grand cru effectivement à avoir de mémoire. Oui, il y en a un autre aussi, l'Altenberg, il me semble, de Berkheim. Voilà, mais avec le Käferkopf, déjà par le passé, c'est vraiment une histoire de presque 100 ans aujourd'hui d'assemblage. Et pour des raisons d'antériorité et de qualité, l'assemblage a été reconnu aussi dans le classement en
2007. Et c'est un classement, un assemblage très intéressant. Sur les 4 cépages de base des grands crus, dans l'ordre d'importance Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris et Muscat, avec des proportions bien définies. On en parlera tout à l'heure dans la dégustation. Il faut juste savoir que notre Käferkopf Kühn, on fait ménage à 3 là. Il y a 3 cépages dans ce vin. Silence quand même. C'est des bruits tellement magnifiques. Alors, on est sur un millésime, 2016. Donc, il a 3 ans de vie en bouteille et un millésime particulier. On a goûté 2015 tout à l'heure, 2016, un profil totalement différent. Beaucoup plus de fraîcheur, moins de soleil, du moins en période végétative, une période de sécheresse, et finalement une période fraîche en arrière-saison, un rendement qui était vraiment correct, parce que ces dernières années c'est très variable, 2017 très faible, 2016 c'était correct, et on a pu produire des grands crus avec des caractéristiques moins dans la puissance, mais plus dans l'élégance et la fraîcheur aussi. Donc ce sont des profils un peu différents sur millésime 2016. D'accord. L'état sanitaire des raisins, parfait. On a pu récolter des raisins sains, non altérés par la pourriture grise, et surtout un été indien qui a traîné, et on a pu étaler nos récoltes assez loin dans la saison, jusqu'au mois d'octobre, mi-octobre, c'était le cœur de la récolte, et même début novembre pour certains grands crus. Alors ici, donc la robe, elle est pareille, elle est un peu plus jaune, un jaune un peu plus vif que le Pinot Gris, plus lumineux, plus clair. Et lorsqu'on porte le vin au nez, on a définitivement affaire à un vin aromatique. Et tout simplement, on parlait de ménage à 3, les 3 cépages. Le Gewürztraminer y est dominant. Il est présent à raison de 60%, sachant qu'il a une fourchette d'assemblage se situe entre 60 et 80%. Pour l'ensemble de la charte des grands crus, Käferkopf. Et ici, donc, on est au minimum, à 60%. Étant un cépage très aromatique, le Gewürztraminer, très vite, il va être dominant, et à titre même, je pense personnellement, on pourrait même descendre en dessous à 50-40% de Gewürztraminer. Ce serait certainement des assemblages d'une autre nature, mais certainement fort intéressants. Hélas, on n'est pas autorisé à le faire. Donc 60% de Gewürztraminer, qui sont vraiment la signature olfactive de ce vin. Là, on est sur la mandarine, de nouveau sur les agrumes frais. Et au palais, on a le deuxième cépage de l'assemblage qui parle. On a un vin qui est pas sec. Il y a ce côté très croquant, très très frais. Et c'est une combinaison des caractéristiques de fraîcheur du millésime 2016, mais aussi du cépage Riesling qui est présent, lui, à raison de 25%. Et donc, les deux ensemble, millésime plus 25% de Riesling, ça donne presque du zeste. Là on peut parler de zeste. C'est très pointu, c'est très linéaire comme acidité. Et ça redresse le vin et ça atténue un peu le côté un peu exubérant du Gewürztraminer. Et ce côté, ça permet de lui donner une colonne, une droiture. Ah oui, c'est vraiment c'est un vin qui est droit et surtout pas lourd et entêtant. C'est vraiment très très rafraîchissant, printanier. Très frais, ouais. Et pas forcément très fort en alcool. On est quand même à 12,8 en alcool pour 28 grammes de sucre restant. Mais ça, c'est le dernier cépage qui met sa petite touche, son petit grain de sel. Enfin, pas son grain de sel, sa note de saveur intéressante, c'est le Pinot Gris. Le
troisième larron des cépages qui sont dans ce vin. Pinot Gris à raison de 15%. 15%. Si vous avez suivi dans les calculs mathématiques, 60, 25, 15. Et qui lui donne un peu de charpente au vin. Aromatiquement, il n'apporte pas grand-chose. Il y a vraiment, c'est partagé entre le Gewürztraminer et le Riesling, mais il charpente le vin. C'est ça. Et il atténue peut-être la fraîcheur du Riesling aussi. Et enfin, il rend le vin très, très harmonieux. C'est beau ça. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait manger là avec ça? Alors ici, on est sur... alors, comme il y a des Gewürztraminer, dans ces cépages aromatiques, mais c'est en même temps, tout le temps un peu délicat. Ouais. Et il y a des associations très intéressantes. Et en plus, comme il n'est pas pur, nous, on est aussi à l'écoute des consommateurs. C'est-à-dire le retour qu'on a de nos clients et qui l'achètent. Et puis, du coup, nous, on donne des conseils, notre propre expérience. Mais le retour, souvent, est assez surprenant. Et là, maintenant, avant de l'associer à un mets, l'associerait plutôt à un événement. Et c'est une excellente alternative au crément dans un cadre d'un repas en tant qu'apéritif. Voilà. En Alsace, on a l'habitude de faire nos fêtes de famille, de célébrer les événements festifs avec du crément, ce qui est très très bien parce que c'est le produit parfait pour ce. Et pour ceux qui seraient un peu gênés par les bulles, on propose souvent un muscat en alternative. Et ben nous on se rend compte que c'est le Käferkopf, c'est beaucoup plus original et plus goûteux, je dirais, qu'un muscat. C'est clair. Voilà, c'est quand même très, et ça aiguise un peu la curiosité fait, aussi. Ouais. Et je pense que dans nos ventes, un client sur deux l'achète pour le placer en apéritif. Et qu'est-ce que tu me proposes avec en apéritif? Plutôt une bretzel ou plutôt une tranche de Kouglof? Bon, là, je dirais les deux iraient, mais je verrais plutôt des petits canapés, des petits canapés salés, bien sûr, de saumon, ou de certaines charcuteries locales aussi. Mais c'est vraiment quelque chose plutôt sur du salé. Salé, oui. Même s'il y a du sucre restant, il y a cette acidité. Tout à fait. Vraiment, le Riesling qui permet vraiment de supporter, quoi. Et derrière, il y a cette touche un peu agrume aussi, qui est vraiment intéressante, un peu orangée, orange mandarine qui ressort. Donc, peut-être avec certains fromages, ou alors à Cap Comté, par exemple. Avant de finir, on va peut-être parler quand même d'une distinction, non? Oui. Hein? Ouais. Parce que... Bon, le Käferkopf, on le présente à différentes distinctions locales, dégustation de syndicats viticoles et autres, mais aussi des concours un peu plus prestigieux. Et bon, il est abonné aux distinctions. Là, tout récemment, il a obtenu une médaille d'or au concours des meilleurs vins blancs du monde. Des grands vins blancs du monde, qui est un concours local, strasbourgeois. Tout à fait. Organisé par une équipe locale, strasbourgeoise, mais qui confronte uniquement en blanc les meilleurs vins du monde dans différents cépages. Et donc, là, ça c'est tout récent. C'est la dégustation qui a eu lieu il y a un mois, pardon. Il y a un mois, voilà, et où le millésime 2017 a été primé. Mais celui-ci, dans le même concours, 2016, a eu une dégustation équivalente. D'accord. Ouais. Et au Vinali également. Comme quoi, finalement, tu ne fais goûter que des bonnes choses. Disons, c'était l'envie de partager les grands crus qu'on produit sur la commune et autour de la commune. Tout à fait. Ça, c'était vraiment l'esprit. En tout cas, merci pour ce bon moment. Merci à toi, Pascal. Santé, Skelt. Skelt, ouais. Donc, Käferkopf. Tu pêches à schwierig Bluet, c'est notre dicton. Ouais. Donc, Käferkopf. Tu es le sang d'Amerschwir. Käferkopf. Oh, wie trinkst du dir so gut? Käferkopf, comme tu te bois si bien. Bien, ouais. Voilà. Sur ces mots, on va faire un peu silence et apprécier ce vin, les yeux fermés.